Bonjour à tous, bienvenue à ce dernier atelier sectoriel de l'année sur les métiers des travaux paysagers. Donc, avant que nous commencions cet atelier, deux, trois petits rappels techniques. La configuration du webinaire a un peu changé, donc vous voyez qu'en bas de votre écran à droite, vous avez un certain nombre d'onglets, donc les participants pour voir au fur et à mesure quand vous vous connectez. Un onglet sondage, pardon, un onglet sondage sur lequel on vous demandera de répondre à quelques sondages. Donc, on fera un sondage en début d'atelier et un sondage de satisfaction en fin d'atelier. Donc, je vous remercie effectivement de vous y rendre et de répondre. Et puis, il y a un onglet questions. Et donc, je vous demande de poser vos questions dans cet onglet. Ça nous permettra soit d'y répondre en direct par écrit, soit de relayer ces questions à l'oral pour que nos professionnels présents puissent répondre à vos questions. Il y a à côté un onglet chat qui vous permet d'échanger entre vous, si vous avez des infos à faire passer, bonjour ou autre. En tout cas, voilà, l'onglet chat, c'est plutôt pour discuter entre vous et vous poser vos questions sur l'onglet questions. Donc, pour démarrer cet atelier, je vous rappelle en quelques mots dans quel cadre il se situe. Donc, il se situe bien dans le cadre de notre mission de professionnalisation des acteurs de l'orientation, de la formation et de l'insertion, donc qui est une compétence et une mission de la région. Je vous ai rappelé également le lien vers toute notre programmation parce qu'effectivement, on a des ateliers sectoriels sur les secteurs d'activité, mais on a également des actions d'accompagnement aux pratiques d'orientation, des actions de sensibilisation à la problématique du handicap en lien avec la GFI, ces ateliers sectoriels. Donc, toutes ces actions, bien sûr, sont gratuites. Toutes ces actions sont gratuites. Dans le contexte actuel, on a pu en passer un certain nombre en distanciel. Donc voilà, elles étaient en présentiel, on en passe en distanciel. En tout cas, n'hésitez pas à aller vous y inscrire. Donc, on a également autour de cette visio des agents Pôle emploi, puisque effectivement, c'est aussi une problématique des agents Pôle emploi, des conseillers Pôle emploi, qui ont également un programme de professionnalisation. Donc voilà, ça s'inscrit à la fois dans notre action de professionnalisation région, mais également pour les agents Pôle emploi. Alors, tout de suite, pour commencer donc au programme de cet atelier, on va bien sûr vous dresser un portrait de la filière. Donc, je présenterai les intervenants ensuite. On aura un zoom sur l'alternance par l'OPCO, CAPIAT. Et puis, j'allais dire, le cœur de cet atelier, on va parler métier, formation avec nos professionnels qui sont là et que je présenterai un petit peu plus tard. Puis après, comme vous avez l'habitude maintenant, une présentation des ressources qui sont mises à votre disposition et auxquelles vous pourrez vous référer a posteriori si vous souhaitez aller un peu plus loin dans votre recherche autour de ces métiers. Et puis, nous conclurons cet atelier. Donc, nous sommes ensemble pour environ 2 heures et donc la place sera laissée effectivement au témoignage de nos professionnels. Donc, les intervenants, je me présente, donc Laurence Dalla-Ibera, donc je travaille au service orientation de la région. Nous avons 2 experts avec nous, donc Adeline Vizine, déléguée régionale de l'UNEP, et Adeline nous présentera l'UNEP, nous dira un peu ce que c'est et nous présentera le portrait du secteur. Amandine Froment, qui est conseillère à l'OCAPIAT et qui également nous présentera quelques chiffres autour notamment de l'alternance. Et puis, 3 professionnels que je remercie d'être présents. Donc, l'entreprise Eden Éveil à Forches-sur-Meuse, donc Anthony Magisson. Et puis, donc Gwenaëlle Martin, chef de l'entreprise Au fil du paysage, qui est accompagné d'un apprenti, Vincent Géneret, et donc qui pourront vous parler de leur quotidien, de leurs besoins en recrutement, des profils qu'ils recherchent. Et Vincent nous fera part également de son parcours. Donc, sans plus tarder, peut-être déjà pour poser un petit peu le cadre, je vous propose une petite vidéo introductive un petit peu au métier du paysage qui sera suivie d'un petit sondage auquel je vous demande de répondre dès qu'il sera publié. Valérie? Quand on est un professionnel du paysage, on respire le grand air et on profite des espaces verts. C'est vraiment agréable.
On a un métier de précision, de soins, d'entretien, et en même temps on a une grande liberté dans nos actions. Alors, on observe d'abord, puis on taille, on coupe, Valérie, on soigne, si tu peux, on si tu affine. peux nous visionner la petite vidéo. C'est tout un univers que l'on crée et un écosystème qui vit bien ensemble. On n'est jamais dans une routine, on travaille en extérieur comme en intérieur, en ville ou à la campagne, dans des entreprises ou chez des particuliers, dans des parcs publics, et surtout on utilise une grande variété de végétaux. Alors, a priori, un petit problème. Chaque client a ses envies, et grâce à notre connaissance des plantes, on va créer un univers avec lui, en le guidant pour que le résultat soit au rendez-vous. Bon, écoutez, alors Valérie, si tu peux publier le sondage en attendant de résoudre ce petit problème, de façon à ce qu'en attendant, on puisse au moins répondre au sondage. On a des missions très techniques qui demandent des formations, de l'expérience. Ah. On porte une grande attention à la façon dont on peut créer un aménagement esthétique autour des végétaux. Donc en attendant qu'on puisse régler ce petit problème de vidéo, vous avez dans l'onglet sondage, si vous l'ouvrez, effectivement un sondage qu'on est en train de mettre en ligne. Qui mérite d'être connu et surtout reconnu. Qui en fait avec les questions pas juste que vous voyez là. Et donc si vous pouvez voilà, y répondre, ce qui nous permettra un petit peu de voir quel est votre travail des plantes connaissance sur ces des métiers. fleurs colorées, des beaux aménagements. Le métier de jardinier paysagiste, c'est ça, c'est créer un univers naturel, un environnement où on se sent bien. Je vous laisse 1 ou 2 minutes pour répondre à ce sondage, ce qui permet à nos professionnels autour de la visio, là, qui vont intervenir, de voir un petit peu les résultats à ce sondage. Et Valérie, si tu peux essayer de nous repartager la vidéo. Alors, Laurence, je pense que tu dois avoir quelques soucis techniques parce qu'en fait, le PowerPoint est partagé. Alors, je ne sais pas si le souci se pose pour les autres intervenants, mais le PowerPoint est en ligne. Est-ce que vous voyez la vidéo? Adeline, est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui, tout à fait. Moi, je vois le sondage et j'ai bien vu la vidéo sans souci avec le son. Voilà. Donc ah, d'accord. Donc, c'est uniquement moi. Bon, bah, écoutez, tant mieux. Alors, si vous avez pu voir la vidéo et répondre au sondage. Donc, écoutez, sans plus tarder, parce qu'on ne va pas prendre de retard, je vais laisser la parole à Adeline pour la présentation de l'UNEP et du secteur. Merci Laurence, bonjour à toutes et à tous. Donc Adeline Vizine, déléguée régionale de l'UNEP. Donc l'UNEP, c'est l'Union nationale des entreprises du paysage. Et nous sommes en fait la seule organisation professionnelle représentative des entreprises du paysage et des reboiseurs, même si c'est une toute petite partie de notre activité. Donc quand on parle d'entreprises du paysage, on parle bien d'indépendants, de chefs d'entreprise du secteur privé. On n'intervient pas, nous, sur le secteur public, sur la gestion des espaces verts en mairie, par exemple. Les 3 missions principales vont donc être de représenter et défendre les entreprises, de promouvoir les métiers et les compétences des entreprises et d'informer et d'accompagner nos adhérents. C'est pour ça qu'on est présent aujourd'hui, pour promouvoir les métiers et attirer le plus grand nombre de personnes vers nos beaux métiers du paysage.
Alors, quand on parle de paysage, en fait, on parle de plusieurs métiers. On a identifié à ce jour une quinzaine de métiers. Là, vous n'en avez qu'un petit extrait. Donc, l'élagage fait partie du secteur du paysage. Donc, c'est la taille des arbres. Le paysagisme d'intérieur, donc tout ce qui va être à l'intérieur des entreprises, des bureaux, par exemple, où on va trouver des plantes vertes. Les sols sportifs, donc ça va être l'entretien des terrains de foot, des terrains de golf. Ça va être donc le secteur du reboisement, donc c'est-à-dire la sylviculture, l'entretien des plantations forestières. Tout ce qui relève de l'arrosage, bien évidemment. Les plantations en elles-mêmes. On fait aussi tout ce qui est bureau d'études, conception de jardin. On a aussi une activité sur la maçonnerie paysagère, donc la construction de clôtures, de murets, la réalisation d'allées dans les jardins, par exemple. On travaille aussi sur tout ce qui est bassin et piscine. Et enfin, on a toute une partie sur le génie écologique, donc qui va être l'entretien des milieux naturels, comme les bords de rivières, par exemple. Donc, sur le secteur du paysage en France, on compte un peu plus de 30 000 entreprises et presque 110 000 actifs. Le Grand Est n'est pas une des régions où on trouve le plus d'entreprises, puisque nous, on n'est que 1500, donc on a une toute petite partie du secteur national. Par contre, on a une plus forte représentativité auprès des actifs. Donc, en Grand Est, on a 1580 entreprises du paysage. Donc, entreprises du paysage qui relèvent de la MSA. Je ne compte pas les auto-entrepreneurs qui ne sont pas reconnus comme entreprises du paysage. Ces entreprises génèrent 420 millions d'euros de chiffre d'affaires et regroupent 7150 actifs, ce qui nous fait une moyenne de 3,7 actifs par entreprise, qui est largement supérieure à la moyenne nationale. La particularité des entreprises du paysage par rapport à d'autres secteurs, c'est qu'elles vont se développer là où il y a de la population et du pouvoir d'achat. Ce qui veut dire que sur le territoire du Grand Est, on va avoir une répartition très inégale, puisque la démographie du Grand Est, comme vous le savez, est très inégale entre la moitié Est et la moitié Ouest de la région. Et donc, vous voyez notamment que l'Alsace va représenter un tiers des entreprises, plus d'un tiers des entreprises, je veux dire. Et si vous prenez toute la partie Est, on est à quasiment 80% des entreprises. Idem pour les actifs, où vous voyez que la majorité de nos actifs sont sur les 5 départements de l'Est, et avec une petite prime sur la Marne qui est fortement peuplée, où il y a un bon pouvoir d'achat. Les Vosges sont légèrement surreprésentés liés à l'activité touristique, puisque nous avons des clients avec les résidences secondaires, les hôtels, qui rajoutent un peu plus de travail sur ce secteur. Alors, que font nos paysagistes? Donc, les paysagistes en Grand Est, ils font majoritairement de la création, c'est-à-dire qu'ils vont créer un jardin de A à Z ou remanier totalement un jardin chez un particulier, dans une entreprise ou dans une collectivité territoriale. Et ils vont faire 33% d'entretien. Donc, l'entretien, ça va être la tonte, la taille, mais donc ce ne sont pas les activités majoritaires des entreprises du paysage en Grand Est. C'est un peu moins vrai au niveau national où la création ne représente que 55% du chiffre d'affaires. Alors, donc on a 3,7 actifs par entreprise, mais malgré tout, on a une très grande majorité d'entreprises qui ont 0 salarié. Donc, plus de 60% des entreprises ont 0 salarié, mais il y a de très grosses entreprises qui peuvent avoir, notamment pour la plus grosse, quelques milliers de salariés. Et les entreprises sont relativement jeunes, puisqu'on a pas mal d'entreprises qui ont été créées au cours des 5 dernières années. Donc, 3 typologies de clientèle sur nos entreprises du paysage. Les particuliers, qui représentent 45% de nos clients,
52% de nos clients en Grand Est. Ils représentaient 45% il y a 2 ans. La crise Covid est passée par là et a entraîné une augmentation de la clientèle particulière au détriment de la clientèle marché public, donc les collectivités territoriales, les mairies, par exemple l'aménagement de places publiques, au vu de la crise Covid qui a gelé les appels d'offres pendant quelques temps. Et les entreprises privées restent stables autour de 25%. Les entreprises privées, ça va être donc soit par exemple des commerces qui ont une zone de parking où on va faire de l'entretien, de la taille de haies, de la tonte de pelouse, mais ça peut être aussi les promoteurs immobiliers quand ils construisent un nouvel ensemble et qu'ils construisent un jardin dans cet ensemble. Donc, on a augmenté de 1100 actifs sur ces 2 dernières années. Donc, on a créé 1100 emplois nets en Grand Est sur 2019 et 2020. Donc, on a fait plus 22% en fait sur notre nombre de salariés, alors que la France était à plus 18%. Donc, on a vraiment une très belle dynamique sur le paysage en Grand Est. On a des chefs d'entreprise qui ont en moyenne 44 ans et des salariés 35 ans. Donc, on reste quand même sur des populations jeunes par rapport à la moyenne des actifs et des salariés en France. Nos actifs sont majoritairement diplômés. On recrute bien évidemment des gens sans diplôme, mais on va largement préférer avoir des diplômés avec un CAP minimum, beaucoup de bac pro ou du BTS. Vous avez donc à gauche les salariés et à droite les chefs d'entreprise. Donc, on voit qu'on a un peu plus d'autodidactes et de sans diplôme chez les salariés et plus de BTS chez les chefs d'entreprise. « 80% des postes sont occupés sur le terrain par les chantiers. Nous avons 4% qui sont sur la conduite de chantier, donc ça va surtout se retrouver dans les grosses entreprises. On va avoir des cadres qui vont gérer les équipes. Et ensuite, on a 14% qui est consacré aux travaux administratifs, puisqu'on est quand même sur des métiers de service avec une partie de devis, de factures non négligeables. Nos salariés sont des hommes. On aimerait qu'il y ait plus de femmes. On est quand même mieux qu'au niveau de la moyenne nationale en Grand Est sur le pourcentage de femmes. Certaines entreprises sont à 50% de femmes, 50% d'hommes. Mais il y a encore un petit peu de travail à faire sur l'embauche des femmes, alors qu'elles ont tout à fait leur place aussi bien sur chantier qu'au bureau. On voit qu'on embauche à plus de 80% en CDI. Sur les 20% restants, on a quand même la moitié qui sont des apprentis. Donc, le CDD n'est vraiment pas la norme dans le paysage. Et on embauche à temps plein. Une des grosses difficultés, c'est le recrutement. On a beau avoir créé plus de 1000 emplois sur les 2 dernières années. En Grand Est, on a toujours 1000 CDI à pourvoir. Donc, et on manque de personnel sur le personnel permanent. 65% des entreprises n'arrivent pas à trouver le personnel permanent dont elles ont besoin. Sur le personnel saisonnier, c'est un peu moins vrai. On est à 10% en Grand Est, 19% au niveau national. Les principaux freins au recrutement sont l'absence de candidature, le manque de qualification des postulants et le manque de motivation des candidats parce que ça reste quand même un métier d'extérieur où il faut se lever tous les matins et des fois, ça peut poser problème à certains. Merci. Alors, Adeline, j'ai une question. Donc, on me demande la majorité donc, du chiffre d'affaires, c'est sur la conception de ce que vous avez pu dire. Mais la main-d'œuvre est majoritairement mobilisée sur l'entretien et la plantation. Et en fait, quelle est la proportion entre la main-d'œuvre autour de la conception et autour du reste de l'activité? La main-d'œuvre, elle est. En fait, quand on dit le chiffre d'affaires est sur la création, ça comprend bien la conception, mais aussi la plantation des jardins.
C'est la réalisation depuis la prise de rendez-vous chez le client jusqu'à la réalisation finale du jardin. L'entretien, c'est vraiment un jardin sur lequel on va juste faire taille, tonte. Voilà. Donc, du coup, la conception, c'est une petite partie du chiffre d'affaires création. J'espère que ça répond à la question. J'espère que ça répond à la question qui est posée dans l'onglet et sinon, la personne reprécisera ou redemandera des éléments d'information complémentaires. Merci. S'il n'y a pas de questions, mais à la limite, vos questions, vous pourrez les poser tout au long de l'atelier. Je vais passer la parole à Amandine Fromont d'Ocapiat qui va nous parler apprentissage, un peu d'Ocapiat et puis après de l'alternance. Oui, merci Laurence. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Amandine Fromont d'Ocapiat. Je suis conseillère aux actifs sur les régions Grand Est et Hauts-de-France. Alors, rapidement, pour vous présenter Ocapiat, donc on est l'OPCO, parmi les 11 OPCO en France, des secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'agroalimentaire et les métiers du paysage. Donc, le secteur du paysage fait bien partie intégrante de la branche de l'agriculture. Alors, au niveau d'Ocapiat, on gère à peu près 50 branches, dont celle du paysage, ce qui représente 180 000 salariés en tout au niveau entreprise, 180 000 entreprises au niveau national pour 1,34 million de salariés. Et à l'échelle du Grand Est, on est sur un peu plus de 30 000 entreprises et 140 000 salariés. Donc, comme je vous le disais, on a trois grands secteurs. Le secteur alimentaire, avec les coopératives, les industries, les grands groupes agroalimentaires. On a également, donc, dans le secteur agricole, les entreprises du paysage, mais pas que. Hein, un certain nombre d'entreprises, comme par exemple, on a la MSA, le Crédit Agricole, l'ONF. Et puis le secteur de la pêche, mais en Grand Est, c'est quand même un petit peu moins prépondérant que dans d'autres régions. Alors, au niveau de notre offre de services, on a bien évidemment une offre de services dédiée aux entreprises, aux salariés qui sont déjà intégrés dans nos secteurs, dans nos branches, et puis aussi donc une offre de services pour les demandeurs d'emploi, notamment donc, en partenariat avec Pôle emploi sur les POE, que ce soit individuelles ou collectives. Et puis, depuis la précédente réforme de la formation, notre rôle majeur est sur l'alternance, avec le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Donc, je vais vous faire plus tard un petit focus sur l'apprentissage, l'alternance dans le secteur du paysage, qui est un acteur prépondérant dans le secteur. Voilà, donc vraiment pour revenir sur le rôle d'Ocapiat, on a à la fois, vous voyez ici en abscisse, notre rôle, c'est d'accompagner les entreprises dans la formation, que ce soit sur la formation diplômante, mais aussi sur des formations sur mesure. Et puis, ce que vous voyez en ordonnée, c'est aussi l'accompagnement au recrutement, sur l'intégration de salariés, mais aussi sur le maintien de l'employabilité, le développement des compétences. Donc, voilà, on a essayé de travailler aussi avec Adeline, vu les grands besoins en recrutement qu'il y a dans le secteur du paysage. On essaye de voir ensemble comment on peut agir pour pallier à ces besoins sur la région. Voilà, donc au niveau de nos actions, hein, on a principalement des actions et des financements sur les entreprises de moins de 50. Voilà, c'est aussi notre priorité sur ces effectifs d'entreprise. Après, on a aussi d'autres financements dédiés sur les plus grosses entreprises, les entreprises de plus de 50, mais on se focalise principalement sur les financements des entreprises de moins de 50. Alors, donc au niveau de l'apprentissage en Grand Est de manière générale, c'est peut-être un peu petit, mais on a donc principalement, nous, les contrats d'apprentissage que l'on finance concernent les exploitations agricoles et viticoles. C'est la majeure partie sur nos chiffres de 2020-2021. Mais juste derrière, on voit qu'en fait, il y a les entreprises du paysage qui représentent aussi une grosse partie de nos contrats. Avec derrière aussi l'industrie agroalimentaire. Mais c'est vrai que les entreprises du paysage ont cette particularité de passer énormément par l'alternance. Ils n'embauchent pas forcément de prime abord sur du CDD, du CDI. Il y a énormément en poste scolaire de contrats d'apprentissage et d'embauche qui se font par ce biais. Alors, au niveau du nombre de contrats d'apprentissage qui ont été financés en Grand Est
En 2021, on est à peu près à 3000 contrats financés et dont 600 pour le secteur du paysage, donc qui est une grosse proportion pour notre activité. Au niveau, cette fois-ci, donc toujours de la répartition hommes-femmes, de manière générale, sur l'apprentissage en Grand Est, on est à peu près sur la proportion 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes. Voilà, comme le disait Adeline, sur le secteur du paysage, ça tend à se féminiser, hein, c'est en progression. Ça tend à encore évoluer, mais voilà, il y a encore un petit peu de chemin à faire pour féminiser la profession. Au niveau du diplôme, sur l'intégralité des contrats que l'on finance, il y a à peu près on va dire une part égale, hein, du CAP jusqu'au bac+5 sur les différents niveaux de diplôme. Pour le secteur du paysage, on est principalement sur du CAP jusqu'au BTS. Après, on finance aussi un peu au-delà sur des niveaux licence et supérieurs, mais la majeure partie des contrats d'apprentissage du secteur du paysage se font sur CAP, Bac Pro et BTS. On a aussi des statistiques au niveau des taux de rupture. La moyenne régionale est aux alentours de 15%. C'est un petit peu inférieur pour le secteur du paysage. On est à 13,5%. Donc c'est plutôt encourageant. Et enfin, donc, pour la typologie d'entreprise, on finance les contrats d'apprentissage principalement plus de la moitié, hein, sur les entreprises de moins de 11. Là, on peut voir que sur le secteur du paysage, on a une beaucoup plus grosse proportion de ces entreprises de moins de 11 pour lesquelles on finance les contrats d'apprentissage. Donc ça, c'est lié à la nature, à la typologie des entreprises. Comme vous le disiez aussi, Adeline, hein, il y a quelques grosses entreprises avec beaucoup de salariés dans le secteur du paysage, mais après, on a principalement des petites structures et c'est ces petites structures qui font appel à l'alternance. Au niveau de l'âge des apprentis, là, c'est pour la région Grand Est, on est principalement sur les 18-20 ans. C'est les principaux candidats et ça se retrouve également sur le secteur du paysage. On est aussi sur cette tranche de population, voire même peut-être un peu plus jeune, hein, puisque c'est vraiment sur l'après-scolaire que l'orientation se fait. Donc, on est plus sur les 16-20 ans sur la moyenne d'âge des apprentis. Donc voilà, l'alternance, c'est vraiment quelque chose de prépondérant, on va dire, hein, sur le recrutement et l'intégration de salariés du secteur du paysage. On a une plateforme dédiée à l'alternance. Si voilà, vous avez ou des entreprises ou des candidats qui sont intéressés, cette plateforme répond vraiment à toutes les questions. Vous avez à la fois une entrée candidat, une entrée entreprise et puis une entrée organisme de formation. L'intérêt de cette plateforme, c'est qu'elle présente un simulateur de coûts. Donc, une entreprise qui ne saurait pas forcément combien peut lui coûter l'embauche d'un alternant, d'un apprenti ou en contrat de professionnalisation. La plateforme permet de faire une simulation en fonction de la durée du contrat et puis aussi du diplôme visé, puisque le coût n'est pas le même si c'est un CAP, un Bac Pro ou un BTS en alternance. Voilà, donc sur cette plateforme, hein, vous avez vraiment je ne vous les présente pas là, je ne rentre pas dans le détail, mais vous avez vraiment une multitude d'outils qu'on appelle des kits, que ce soit sur le contrat d'apprentissage ou sur le contrat de professionnalisation, où vous trouvez vraiment toutes les informations. Pour rappel, les aides de l'État liées à l'alternance qui devaient s'arrêter à la fin de l'année ont été prolongées jusque fin juin 2022. Alors, est-ce que c'est lié au contexte de l'élection présidentielle? Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut profiter de cette opportunité des aides, puisque voilà, ça peut aller jusqu'à 5 000 € pour les apprentis mineurs et 8 000 € pour les majeurs. Donc, c'est vraiment des aides qui ont été mises en place dans le cadre de la crise Covid, mais qui ont été prolongées et qui sont vraiment non négligeables sur ce dispositif. Voilà, donc il y a une nouvelle aide aussi qui est sortie par décret, c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours, avec des aides exceptionnelles cette fois-ci qui concernent les demandeurs d'emploi, mais de plus de 30 ans. Donc ça, c'est assez nouveau. Le critère, c'est qu'il faut être donc demandeur d'emploi longue durée, c'est-à-dire d'au moins 1 an. Voilà, vous retrouvez le détail de ces aides pour les plus de 30 ans sur le lien que je vous ai indiqué.
Alors, je ne rentre pas non plus dans le détail sur ce qu'est un contrat d'apprentissage. C'est un dispositif qui existe depuis assez longtemps, qui n'a pas vraiment évolué, ni pour le contrat de professionnalisation. C'est juste que vous retrouverez les informations sur le support par rapport au public éligible, aux conditions de financement, pour quel type de formation. Mais bon, normalement, voilà, ce sont des dispositifs qui sont assez rodés. Voilà. Et puis, on a aussi un tableau comparatif si certains employeurs ou certains candidats hésitent entre plutôt aller sur qui sont motivés par l'alternance, mais hésitent entre l'apprentissage ou le contrat de pro. On a un tableau comparatif pour voir les avantages entre l'un et l'autre. Par contre, ce qui me paraissait intéressant aujourd'hui, c'était de vous faire un focus sur le contrat de pro expérimental. Donc, ce contrat de pro expérimental, il permet aux candidats d'intégrer une entreprise en alternance sans pour autant valider un diplôme. On se rend compte aussi que le frein pour soit un certain nombre d'entreprises, soit un certain nombre de candidats, c'est d'être très cadré, très réglementé, enfin de manquer un petit peu de souplesse parfois dans ces dispositifs d'alternance. Là, le contrat de pro, c'est quelque chose qui est monté, qui est vraiment fait sur mesure entre déjà les compétences acquises du candidat par rapport à une fiche de poste et aux compétences qui sont attendues, et on construit le programme de manière vraiment souple et sur mesure par rapport au profil de la personne et ce qu'attend l'entreprise. Alors, ça peut être un parcours uniquement de formation interne, si l'entreprise a les ressources suffisantes et nécessaires, bien encadrées avec un tuteur pour délivrer le programme de formation, mais ça peut être aussi des modules qui sont faits par un organisme de formation externe, et on peut aussi alterner sur du mixte. S'il y a besoin peut-être d'un SST, d'un KSS, de compléter, on peut faire à la fois de la formation interne et aussi de la formation externe qui permet de compléter le parcours. Donc, cette expérimentation sur le contrat de pro prend bien, et c'est vrai que c'est vraiment apprécié par les entreprises. On a beaucoup de témoignages maintenant de candidats qui sortent de ces contrats de pro et qui sont embauchés et qui ont vraiment permis, sans passer par la case diplôme, d'être formés sur le terrain. Donc, il y a aussi des aides par rapport à ce contrat de pro expérimental qui sont éligibles aussi par rapport aux aides de l'EDA dont je vous faisais part un petit peu plus tôt, que ce soit sur les aides qui sont prolongées jusqu'au fin juin, mais également sur les aides pour les plus de 30 ans. Donc voilà, Ocapiat finance ces contrats de pro expérimentaux également. Voilà, et puis ici, je voulais vous remettre, ça c'est aussi si vous avez des candidats, on a des supports sur nos réseaux, que ce soit des portraits d'alternants, mais aussi on a fait appel à un influenceur, Thibaut Inchep, qui a fait notamment qui a testé le métier des lagueurs, voilà, qui permettent de travailler un petit peu à l'attractivité des métiers, et qui sont voilà, assez bien faits dans la communication. Alors là, le défi emploi, j'en parle rapidement, mais c'est un dispositif qui permet, si une entreprise de petite taille, qui souhaiterait prendre un apprenti, un alternant en contrat de pro expérimental, mais qui ne sait pas exactement comment construire le parcours, puisque c'est un parcours sur mesure, il n'a peut-être pas les ressources en interne, un service RH ou un service formation qui soit suffisamment développé. On a une prestation par un prestataire qui permet de l'aider à construire ce parcours sur mesure dans le cadre du contrat de pro expérimental. Voilà, ça c'est un dispositif, une offre de service supplémentaire. Voilà, donc ça c'est les liens si vous cherchez les supports. Et un dernier point, donc sachez qu'Ocapiat finance aussi, abonde les comptes CPF des salariés des entreprises de moins de 50. Donc, si jamais une personne était embauchée par une entreprise du paysage, une entreprise de moins de 50, et qu'il y a eu des besoins de formation, si un salarié souhaite utiliser son CPF et qu'il n'a pas les fonds suffisants, Ocapiat abonde les comptes CPF sans plafond, sans restriction, que la personne ait 0, 500 ou 5 000 euros sur son compte. On prend le reste à charge en fonction du coût de la formation. Bon, après, on a un autre accord pour les entreprises de plus de 50 du secteur alimentaire, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui.
Bien évidemment, donc aussi, on travaille avec Pôle emploi sur les POE, les préparations opérationnelles à l'emploi, qu'elles soient individuelles ou collectives. Donc, on va réfléchir encore sur 2022 pour monter des groupes. Là, il faut qu'on réinterroge les entreprises, les employeurs pour voir voilà, sur quel bassin, sur quel territoire ce serait plus pertinent. Peut-être sur l'Alsace. À voir. En tout cas, voilà, c'est aussi un moyen de pouvoir essayer de pallier à ce besoin de main-d'œuvre dans le secteur. Voilà, donc je vous ai remis les coordonnées d'Ocapiat. Si jamais il y avait des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci. Merci Amandine. Alors, il y a eu des questions dans l'onglet questions, notamment sur des formations et difficultés de recruter, mais il y en a une pour vous, peut-être par rapport au contrat de pro expérimental. Est-ce qu'il peut être travaillé par le biais de la FEST pour des salariés en chantier d'insertion notamment? Alors, sur la FEST, oui, puisqu'en fait, la FEST, c'est simplement une modalité. À partir du moment où le contrat de pro expérimental peut faire de l'interne, de l'externe, du mixte, la FEST peut être tout à fait intégrée dans le parcours du contrat de pro expé. Après, au niveau des ACI, il faut voir de quel OPCO il relève, parce que c'est vrai qu'il y a eu aussi pas mal de changements avec la précédente réforme sur tout ce qui était ACI chantier d'insertion. Donc, il faut s'assurer et voir de quel OPCO il relève. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez eu réponse à votre question. Sinon, n'hésitez pas à reposer une question. Et on avait, alors peut-être une question pour, je ne sais pas, c'est pour Adeline à traiter, mais savez-vous pour quelles raisons c'est difficile de recruter des demandeurs d'emploi, notamment pour la formation BP aménagement paysager? Non, je n'ai pas particulièrement d'éléments de réponse là-dessus. J'ai jamais eu de retour particulier sur cette difficulté à recruter. Peut-être c'est sur un secteur géographique particulier, je ne sais pas. D'accord, donc pas de façon générale sur le Grand Est des difficultés pour recruter des demandeurs d'emploi en BP aménagement. Je n'ai pas eu ce retour particulier des établissements de formation, non. Alors, si éventuellement la question peut être précisée ou reformulée, peut-être, voilà. Et puis, une autre question concernant l'alternance, où on nous demande si les entreprises paysagers sont prêtes à former leurs futurs salariés par la voie de l'alternance, mais quels sont les CFA pour des BTS aménagement paysager? Alors, justement, sur la suite, on avait une petite présentation des diplômes et des CFA, de l'ensemble des centres de formation du Grand Est. Mais bien sûr, comme l'a précisé Amandine, on recrute énormément en apprentissage, avec derrière généralement un CDI à la clé pour l'apprenti, et en BTS, comme sur tous les niveaux. Oui. Mais on va revenir en détail sur les centres de formation. D'accord, merci. On va revenir effectivement à la suite de ces deux portraits. On va revenir plus sur les métiers et les formations avec nos professionnels. Et Amandine, il y a une réponse dans l'onglet questions à laquelle tu peux répondre, puisque la personne nous dit qu'en fait, il dépendait d'une formation. Donc, peut-être que tu peux faire une réponse écrite plus personnalisée, voilà, pour répondre à la question. Alors, pour continuer, donc voilà, ça c'était une présentation chiffrée du secteur. Donc, je vous rappelle, le replay de cette vidéo ainsi que le support vous seront fournis. Enfin, en tout cas, vous pourrez vous y reporter à la fin de cet atelier, revoir le replay et puis récupérer le support avec. Donc, le support était assez dense et comme vous avez pu le voir, nos intervenants sont passés assez rapidement dessus. Mais vous y retrouverez par les liens qui sont inscrits tout un tas d'informations si vous voulez aller un peu plus loin. Donc, sans plus tarder, on accueille nos professionnels qui sont déjà sur scène depuis le début. Donc, Anthony Magisson, qui est de l'entreprise Eden Éveil, donc à Forges-sur-Meuse, qui est responsable emploi-formation à l'UNEP Grand Est. Et puis, donc, Gwenaëlle Martin, qui est chef de l'entreprise Au Fil du Paysage, qui est accompagné de son apprenti, Vincent Géneret. Et peut-être, avant même d'entrer dans le vif du sujet des formations, Anthony, est-ce que je peux vous demander un petit peu de présenter en quelques mots votre entreprise et puis, du coup, les métiers qui sont présentés dans votre entreprise? Oui, alors bonjour à tous.
Donc nous, l'entreprise est une entreprise de 6 personnes. Donc j'ai 5 salariés avec moi qui travaillent tous les jours, dont un apprenti. Et on est situé en Meuse, à côté de Berlin. On fait 80% de création pour 20% d'entretien. Alors sur ce qui est de la création, eh bien, on touche un petit peu à tout au niveau bassin, terrasse bois, maçonnerie paysagère, etc. On est vraiment dans la création chez le particulier. On travaille à 95% chez du particulier. Donc c'est vraiment une entreprise, voilà, c'est le type de clientèle que nous recherchons et qui est la plus touchée pour les petites entreprises dans le secteur. D'accord. Merci. Et puis, la même chose, Gwenaëlle, oui, si vous pouvez présenter votre entreprise et puis du coup, Vincent se présentera également. Bonjour. Donc, nous, on est 6. On fait à 60% d'entretien et à 40% de création. Donc, avec, pareil, bassin, terrasse, vraiment création pure. Et on compte deux apprentis aussi dans nos effectifs. Donc, Vincent qui est ici et également Orient qui est en première année de CAP. D'accord. Donc, Vincent, peut-être on va commencer par vous. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur votre parcours, pourquoi vous en êtes arrivé là, voilà, quelle a été votre motivation? Bonjour à tous, je suis arrivé sur la voie apprentissage suite à ma 3e, sur les stages découvertes, et j'ai intégré un CAP jardinier paysager à Saint-Ponge en alternance, et puis je suis monté jusqu'au BTS, et me en première année de BTS. D'accord. Donc, qu'est-ce qui vous a plu un petit peu pour intégrer ces métiers? D'être dehors, quoi, et j'ai toujours aimé être dans la nature. Du coup, quand j'ai effectué mon stage de découverte, j'ai vu que ça me plaisait assez pour en faire mon métier. D'accord. Et est-ce que vous pouvez peut-être nous décrire un peu une journée type, même si il n'y a peut-être pas de journée type, mais en tout cas une journée un petit peu type, ce que vous faites au quotidien? Il s'est allumé rouge le micro. Je ne sais pas s'il nous entend encore. Si. Oui. Une journée type, on commence la journée pour les coups de 8 heures. Quand on arrive à l'entreprise, on a une fiche de chantier pour voir ce qu'on fait dans la journée. Puis on prépare le camion et puis on est en route pour le chantier. Et puis après, on fait le boulot, on fait le rapport de la journée sur la fiche et puis voilà. Bon, et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier? C'est quand même plus la création qui plaît. Il y a plus de suite dans la création que dans l'entretien, quoi. D'accord, merci. Alors peut-être Anthony, si on revient vers vous, on entend pas mal de clichés et d'idées un petit peu toutes faites là sur ces métiers-là. Alors on parle de tâches répétitives. Alors est-ce que c'est un métier qui quand même est assez varié ou pas? Alors oui, au niveau métier varié, je pense qu'on ne peut pas trouver mieux dans le métier du paysage. Je vois pas en quoi c'est répétitif. On a la chance de faire un métier qui, vous avez vu tout à l'heure dans les slides que Adeline a présenté, il y a un tas de métiers dans le même métier en fait. On touche un peu à tout et rien que par exemple, pour mon entreprise, la maçonnerie paysagère, on peut faire du muret, du pavage, de la terrasse bois, du bassin, du gazon, de la plantation. Et je cite pas tout parce qu'il y en a. Donc, et les salariés qui bossent avec moi ou moi quand j'étais salarié avant dans d'autres entreprises, c'est vraiment ce qui nous plaisait et ce qui nous attire dans ce métier, c'est qu'on change tout le temps. C'est vraiment attrayant pour ça, quoi. Donc la répétitivité, moi, je vois pas ça du tout dans notre métier. Après, dans l'entretien, un peu plus, effectivement. Pour ceux qui font plus d'entretien, nous on en fait, c'est une minorité dans l'entreprise, mais pour ceux qui en font, la tonte, c'est vrai que quand on attaque la tonte, on est parti pour 6, 7, 8 mois selon les saisons. Là, effectivement, on peut trouver un petit peu ça répétitif. Mais après, voilà, quand on le fait, c'est qu'on aime bien aussi, quoi. Mais c'est très varié comme métier. Est-ce que, alors, la question s'adresse à Gwenaëlle ou à Anthony, est-ce qu'il y a des contraintes dans ces métiers? Parce qu'effectivement, les participants qui nous écoutent, là, vont accompagner des publics et doivent aussi connaître peut-être les contraintes du métier ou des prérequis, en tout cas, pour rentrer dans ces métiers. Gwenaëlle? Des contraintes, il y en a
toujours, comme dans tout métier. Voilà. Nous, j'ai envie de dire que ça serait plutôt quand même sur la météo. Quand il y a vraiment les grosses chaleurs, voilà, c'est un peu plus, c'est plutôt voilà, question météo, quoi. Et voilà, on le sait quand on commence. Et sur des prérequis, par exemple, est-ce qu'il y a une mobilité obligatoire? Est-ce qu'il y a le permis à avoir? Est-ce qu'il y a des CACES ou autres à avoir forcément quand on postule auprès de vos entreprises? Alors, le permis, c'est quand même mieux. Après, vraiment, l'atout, c'est quand même le permis EB. Après, c'est pareil, ça peut être fait après si la personne est motivée aussi. Voilà, c'est surtout plus avoir la mobilité. Et puis surtout, l'envie. Anthony, je ne sais pas, des choses à ajouter par rapport à ça. Est-ce que, par exemple, pour quelqu'un qui n'aurait pas tous ces permis ou diplômes, est-ce que c'est des choses qui peuvent se faire en formation en interne dans votre entreprise? Est-ce que… Ouais, alors je vais d'abord répondre à la première question sur on va dire, entre guillemets, les inconvénients. C'est vrai que le climat, c'est le numéro 1 dans notre métier, hein, c'est quand même dur. Bon, là, on attaque une période hivernale. Quand on bosse sous la pluie ou qui gèle, ou l'été sous 40 degrés, c'est ce qui est le plus compliqué, de loin pour moi. Après, il y a un autre point important. Alors là, ce n'est pas un inconvénient du tout, mais c'est quelque chose de difficile. C'est comme je l'ai dit, c'est un métier très varié. Et du coup, il faut avoir des compétences dans beaucoup de choses. Un peu dans la menuiserie, quand on travaille le bois, dans le domaine du paysage, le gazon, la plantation, il faut des grosses connaissances sur les végétaux. Il faut des connaissances sur la maçonnerie. Donc, en fait, il faut un panel de connaissances énorme pour répondre à ce métier. Et ça, ce n'est pas du tout un inconvénient, parce qu'au contraire, c'est très bien. Mais c'est une grosse difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui. Le métier du paysage a beaucoup évolué ces dernières années. Et donc, ça, il faut vraiment en tenir compte. Après, sur la question des permis, oui, je pense que toute entreprise qui demande à se développer et à embaucher est prête à former ses jeunes ou moins jeunes, hein, même si c'est de la reconversion. Mais on est prêt à payer des formations. On a des partenariats avec Ocapiat qui sont là. Voilà, ça sert à ça. C'est vraiment, on est prêt à former qui que ce soit pour aller plus loin et selon les ambitions de chaque salarié. Ça, c'est une évidence, hein, je vais dire. Mm-hmm. Donc, vous parlez de nombreuses compétences à avoir sur les métiers. Du coup, on a aussi souvent cette idée un peu préconçue que ce sont des emplois finalement peu qualifiés. On l'a vu par les chiffres qu'Adeline a présentés qu'en fait, si, il y avait quand même de la qualification. Donc, quels sont un peu pour l'un et l'autre les profils quand vous recrutez? Quels sont les profils que vous recherchez? Avoir un minimum, pour ma part, avoir un minimum de connaissances. Après, quand la personne a envie d'évoluer, a envie d'apprendre, c'est aussi possible. Par contre, oui, je veux dire, il faut en avoir l'envie. C'est surtout ça. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier, et ça, c'est surtout ce qu'on entend, qui est un peu regrettable pour ma part, c'est « Ah, t'es pas très bon à l'école. Ah, paysagiste, ça devrait… » Non, on ne pousse pas des tondeuses pour faire des terrasses, pour faire les devis. Il faut quand même un minimum. Il faut savoir écrire correctement, il faut savoir compter. Donc, il faut quand même un minimum, quoi. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire qu'éventuellement, vous pouvez effectivement recruter des personnes non qualifiées que vous formez en interne, ou est-ce que vous demandez à l'entrée quand même au moins un CAPA ou quelque chose, une première qualification? Anthony? Alors, tout dépend de la personne qu'on recrute. En fait, est-ce que c'est un ouvrier? Est-ce que c'est un chef d'équipe? Un conducteur de travaux? Il y a plusieurs, dans la hiérarchie d'une entreprise, il y a plusieurs postes. Et en fonction du poste qu'on recherche, on va plus approfondir la question sur les niveaux de compétences. Après, moi, je ne suis pas du tout fermé à recruter quelqu'un qui n'est pas issu du métier. Mais voilà, il faut certaines qualités. Il faut être bricoleur, manuel, il y a l'état d'esprit, etc. Mais si on a des compétences et des diplômes, c'est mieux. Ce n'est pas une obligation, mais c'est mieux. D'autant plus que là où on peine dans nos recrutements, dans nos métiers, c'est vraiment sur les postes à responsabilité.
Donc, si on veut des postes à responsabilité, encore une fois, on peut former, mais si on a les compétences à la base, c'est déjà bien, quoi, quand même. Surtout les plantes, ça ne s'apprend pas en claquant des doigts. Et ça, c'est une grosse lacune qu'on voit maintenant dans les embauches qu'on peut faire, quoi. Mais embaucher quelqu'un sans diplôme, c'est pas comme, voilà, je rejoins Gwenaël, si tu n'es pas trop bon à l'école, c'est un métier qui peut t'aller. Non, je viens de le dire il y a 2 minutes, c'est un métier très, très varié qui demande énormément de compétences. Donc, le mauvais à l'école qui vient dans le paysage, il faut oublier. C'est pas vrai. Oui, vous avez les mêmes, Gwenaël, c'est à peu près le même discours. Tout à fait. Entièrement d'accord avec Anthony. Et en termes d'évolution, puisqu'on parle de métiers effectivement un peu plus d'encadrement ou à responsabilité, est-ce que du coup, l'évolution est possible au sein de ces métiers dans vos entreprises? Quelqu'un qui partirait effectivement, j'allais dire, du bas un peu de l'échelle, et est-ce qu'il peut évoluer facilement? Ah oui, après, je pense, comme dans beaucoup de métiers, quand on veut, on peut. Vincent, on est toujours le premier exemple. J'en suis assez fière. Il n'était pas dans forcément une bonne moyenne quand il était au collège. Il a eu beaucoup de difficultés et pour autant, il en a voulu et aujourd'hui, il est en BTS. Donc oui, c'est possible. D'accord, très bien. Et du coup, tout à l'heure, on l'a aussi un petit peu abordé, même de façon un peu rapide, mais sur la féminisation de ces métiers. Alors peut-être que vous n'êtes pas les meilleurs ambassadeurs parce qu'il me semble qu'il y a peu de femmes dans vos entreprises. Gwenaël. Après, ça reste physique. Donc voilà, il y a des hommes qui sont moins costauds que certaines femmes. Voilà. Après, le mieux, c'est d'avoir vraiment des entreprises mixtes, en fait. Parce que, voilà, bien souvent, on travaille en équipe. On n'est jamais seul, ou très, très rarement. Donc, voilà, c'est bien sûr que c'est possible. Et peut-être la question à Anthony, c'est qu'est-ce qui fait que les femmes ne postulent pas, du coup? Alors, ne postule pas, c'était vrai avant, ça l'est de moins en moins, comme on l'a vu tout à l'heure. Après, comme le métier se développe, on a besoin de postes différents et les femmes arrivent de plus en plus dans nos métiers. Gwenaël présente, on est la preuve, hein, les chefs d'entreprise dans le paysage, et elle est là aujourd'hui. Donc, il y a des postes à toutes les places dans les entreprises. Après, il y a des bureaux d'études, de la conception, etc. Donc, voilà, sur les postes de bureau, ça c'est clair qu'elles sont déjà là, elles sont bien présentes dans nos métiers. Après, sur le terrain, un peu moins, mais ça le devient de plus en plus. Il y a des femmes, voilà, comme je disais, le métier se développe, on a besoin de création. Et souvent, les femmes ont un peu plus de finesse là-dessus, donc pour la finition du chantier, etc. Donc franchement, quand on accueille des stagiaires des fois femmes, j'ai pas de salariés femmes aujourd'hui, si ce n'est en bureau, mais quand on a des stagiaires femmes, on voit que ça apporte quelque chose de plus. Voilà, il y a un petit, donc les portes sont ouvertes pour tout le monde, hein. Après, encore une fois, à voir en fonction du poste qu'on veut et des qualités de la personne, mais c'est pas du tout fermé, quoi. Merci. Alors peut-être une question à Adeline un peu plus générale sur comment se fait-il que du coup il y ait autant de postes à pourvoir et que peut-être voilà des recrutements encore à faire et que ce soit si difficile ces recrutements? Alors si on avait toutes les réponses, on ne serait peut-être plus en train de se poser la question. Aujourd'hui, je pense qu'il y a eu un problème d'image. Gwenaël et Anthony l'ont dit. On a souvent assimilé le jardinier paysagiste à un pousse-tondeuse. Et donc, on a orienté vers ces métiers des personnes qui n'avaient pas les compétences et les capacités d'évoluer pour devenir jardinier paysagiste en plein, je dirais, avec toutes les capacités et la diversité des compétences nécessaires. Il y a cette fausse image, voilà. Et puis, l'image aussi que ce sont des métiers d'extérieur, des métiers physiques. Donc, les femmes n'ont pas leur place. Donc, on élimine déjà 50% de la population. Donc, ça fait beaucoup de personnes qu'on n'oriente pas vers ces métiers. Donc, on espère, voilà, on fait tout pour redorer l'image, faire comprendre que c'est un métier diversifié, c'est 15 métiers en un, que tout le monde peut y trouver sa place. Sur le petit sondage en début, on vous demandait quel secteur n'existe pas
paysage. Alors, c'est la cuisine, même si les paysagistes peuvent être très gourmets. Mais on a des électriciens pour faire l'éclairage des jardins, on a des plombiers pour faire l'arrosage, l'irrigation, on a des charpentiers pour faire les terrasses. On recrute vraiment sur tout type de métier, tout type de profil. Et puis, on a des entreprises qui sont très diverses, de 0 à 50 salariés. Et donc, je pense que tout le monde peut trouver sa place, puisque, je le répète, 75% des actifs sont des salariés dans le paysage. Donc, on recrute. Oui, tout à fait. On parlait tout à l'heure des CDI qui sont majoritaires. C'est quand même un emploi saisonnier? Alors, c'est un emploi saisonnier. Ils vont vous dire que non, pas du tout. C'est saisonnier pour les plantations, mais comme on ne fait pas que de la plantation, qu'on fait aussi de la terrasse, des allées, des clôtures, on le fait toute l'année en fait. Et généralement, les chefs d'entreprise arrivent à être avec équipe constante sur l'ensemble de l'année et à occuper leur équipe toute l'année. Et peut-être une question à Anthony ou Gonel sur le recours à l'intérim. Est-ce que vous avez beaucoup recours ou pas à l'intérim? Est-ce que c'est un intérim comme un pied à l'étrier pour ensuite avoir un contrat à durée plus indéterminée ou... Alors, pour ce qui est de notre entreprise, nous, l'intérim, j'en ai jamais pris parce que je suis sur du CDI en permanence. J'ai jamais, ne serait-ce qu'embauché un CDD, ça ne m'est jamais arrivé. Soit si c'est des jeunes, c'est stage, apprentissage et j'embauche derrière, dans le cas où tout se passe bien, bien évidemment. Bon, jusque-là, ça a toujours été. Et sinon, c'est CDI. Si je recherche quelqu'un, c'est pour une embauche en CDI. Comme on le disait, le métier de saisonnier, je pense que c'était avant. Mais l'évolution du métier, vu que maintenant on touche à tout, comme a dit Adeline, c'était les plantations ou pour le gazon, l'entretien. C'est vrai que là, il y a un peu plus de saisonnalité. Et encore que les tailles se font l'hiver, beaucoup. Mais avec le métier qui s'est agrandi, on arrive vraiment à avoir du travail toute l'année. Le peu de temps sur 12 mois de l'année où on n'a pas de travail, c'est la météo qui nous l'empêche. Donc, voilà, en plus, avec le réchauffement climatique, les saisons changent et on a de moins en moins de périodes où on peut ne pas travailler. Donc, c'est vraiment… Donc, moi, c'est du CDI, du CDI, du CDI. Un jour, peut-être que j'arriverai à l'intérim. Je ne suis pas contre, mais ce n'est pas du tout ce que je recherche aujourd'hui. Et vous, Gonel, voilà, vous partagez ce discours? Alors, oui. Je suis assez d'accord avec Anthony. Nous, après, on a déjà eu recours à de l'intérim. Alors, c'est très rare. C'est vraiment en cas de un gros coup de bourre. Mais c'est vraiment très rare parce que nous, on préfère compter en fait sur des salariés qui connaissent notre entreprise, qui connaissent aussi les façons de faire. Donc, c'est vrai que nous, on recherche plus du constant, en fait. Donc, on a aussi le travail en fonction de l'effectif qu'on est en constant, en fait. Voilà. Alors, dans les questions, on me demande par rapport aux personnes en reconversion professionnelle, est-ce que vous prenez des personnes en reconversion professionnelle ou est-ce que vous avez déjà eu des personnes en reconversion professionnelle? Alors jusqu'à aujourd'hui, nous, on n'a jamais eu l'occasion d'en prendre. L'occasion ne s'est pas présentée. Mais là, on va prendre une personne en stagiaire qui a 58 ans, qui était dans les ressources humaines dans une très grosse entreprise qui n'a rien à voir avec le paysage à Verdun, là, à côté de chez nous. Il est venu me voir, c'est tout frais, il y a 3 semaines, pour faire des stages et peut-être même s'installer à son compte ou rester dans le salariat. Il ne sait pas, il se pose lui-même la question. Et donc, on va lui faire des stages. On s'est vu l'autre jour pendant 1 heure. C'était une discussion très intéressante. Et donc, oui, on peut le faire, il n'y a pas de problème. D'accord. On a quelques questions. Alors, parfois, je vois qu'il y a des questions sur l'envisager un plan de formation sur mesure, des actions à mettre en œuvre. Il y a peut-être effectivement des contacts qui se prendront plus directement après, soit avec Adeline, soit avec Amandine, par rapport à des choses sur mesure ou des choses qui pourraient être mises en œuvre. La personne qui pose la question, voilà, je laisserai prendre contact en direct. On va peut-être faire, alors ce qui ne vous empêche pas d'intervenir, hein, bien évidemment, mais je vais peut-être laisser Adeline faire un petit peu le tour justement des diplômes parce que beaucoup parlent formation. Il y a une question après aussi qu'on n'évacuera pas, à laquelle on répondra par rapport à la difficulté après de trouver une alternance à l'issue d'un bac général, là dans l'onglet questions, mais on va peut-être aborder les questions et les formations et vous aurez peut-être réponse à vos questions. Adeline, je vous laisse la parole sur ce sujet. Oui, merci Laurence. Donc, nos diplômes, ils sont principalement dans l'enseignement agricole,
Donc, j'ai vu qu'il y avait des questions sur où peut-on se former. Eh bien, cherchez les établissements d'enseignement agricole. Il y a une carte juste derrière qui vous les présentera. Donc, on peut se former depuis le CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. Il y a bien évidemment beaucoup moins d'ingénieurs que de CAP et en l'occurrence, il n'y en a pas en grand test de formation d'ingénieur paysagiste. Mais on va jusqu'à la licence professionnelle en grand test sans difficulté. La majorité des personnes sont sur des formations niveau 3 ou niveau 4 et on l'a vu, c'est le profil principal des salariés des entreprises du paysage. Donc, sur les centres de formation, il y a un département où il n'y a pas officiellement de centre de formation qui est la Meurthe-et-Moselle. Néanmoins, les établissements de Courcelles-Chaussy et de Roville-aux-Chênes proposent des formations en Meurthe-et-Moselle. Comme on l'a constaté sur le nombre d'entreprises, la majorité des places en formation sont sur l'est de la région, là où sont la majorité des entreprises du paysage. Donc, il y a malgré tout une bonne dispersion, on va dire, des typologies d'établissements entre les lycées, les CFA et les établissements de formation pour adultes. Il y a à peu près 1600 apprenants sur le Grand Est en formation pour le paysage. C'est des chiffres qui augmentent tous les ans. Les établissements cette année ont fait entre plus 10 et plus 20% sur le paysage. Aujourd'hui, par exemple, en Alsace, dans le secteur agricole, c'est le paysage, le secteur numéro 1 devant l'agriculture ou la viticulture. Donc, c'est un secteur en progression et c'est un secteur où il y a des places d'accueil. Sur les 1600 personnes en formation, il y en a à peu près 1100 qui sont en apprentissage. Donc, c'est vraiment la filière reine pour se former au métier du paysage, c'est l'apprentissage. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des questions sur des formations très précises dans la Marne. Alors, il va y avoir a priori une formation pour adultes qui va ouvrir en septembre dans la Marne en niveau 4, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, pour les formations en élagage, vous en trouvez à Saint-Laurent dans les Ardennes, à Courcelles-Chaussy dans Moselle et à Roville-aux-Chênes dans les Vosges. Voilà pour des premiers éléments de réponse. Je pourrais peut-être vous renvoyer des éléments complémentaires sur quelle école propose exactement quel diplôme et selon quelle modalité de formation. Parce que c'est des éléments que j'ai mais que je n'avais pas mis dans le diaporama. Voilà. Alors, peut-être pour une petite illustration, je vais reprendre juste la question voilà, d'une participante qui dit voilà, qui a son fils en bac général, qui aimerait poursuivre par un BTSA aménagement paysager en alternance, donc après un bac général. Et pour autant, ses professeurs lui disent que trouver une alternance à l'issue d'un bac général, ce serait difficile. Et donc, quel est votre avis? Alors, c'est ce qu'exprimaient tout à l'heure Anthony et Gwenaëlle, c'est que la compétence végétale peut lui manquer et peut donc être un frein effectivement pour l'embauche parce que cette compétence est plutôt travaillée sur le niveau 4 que sur le BTS. Néanmoins, voilà, les deux ont répété à plusieurs reprises que le premier critère, c'était la motivation. Donc, il peut très bien démarcher les entreprises qui recherchent des apprentis. Beaucoup d'entreprises recherchent des apprentis tous les ans. Donc, sur une preuve de bonne motivation, ça peut le faire. Alors, une autre question autour, effectivement, là, vous nous avez présenté toutes les formations, même pour adultes en CFA, et qu'en est-il des titres du ministère du Travail? Alors, notamment les titres pro ouvriers du paysage. Oui, il existe effectivement un titre pro ouvrier du paysage, c'est cette formation qui va ouvrir sur la Marne. Alors, tout simplement parce que nous relevons de l'agriculture et que la très, très grande majorité des personnes formées sont formées dans les établissements d'enseignement agricole. Les AFPA travaillent peu avec nous, donc on les connaît mal. Voilà.
Mais ce n'est pas du tout de l'ostracisme. Il n'y a pas de souci pour travailler avec eux, mais en termes de proportion, on est quand même sur des chiffres bien plus faibles sur les formations en AFPA que sur les formations d'enseignement agricole. D'accord. Et puis, une autre question, le site Grand Est affiche des offres d'emploi en alternance. Alors, savoir si les entreprises y ont recours, vu la difficulté à recruter. Oui, de toute façon, comme Ocapiat présentait aussi des sites sur lesquels on peut avoir à la fois des offres et des demandes. Alors, je ne sais pas, oui, il y a toujours ces sites, mais pour autant, il y a toujours une difficulté à recruter, même si on voit qu'il y a pas mal d'offres qui sont déposées. Du coup, Adeline, je ne sais pas par rapport à… J'ai pas compris si c'était des offres du coup de propositions d'apprentis qui cherchent un maître d'apprentissage ou si c'était des entreprises qui déposaient des offres d'emploi. Je pense que ce sont des offres, des apprentis et on demande si les entreprises finalement se reportent un peu à ces sites pour y avoir recours, si vraiment on a des difficultés à recruter et pour autant il y a des offres qui sont déposées, des entreprises qui recherchent. Alors, moi, je fais régulièrement le travail d'informer nos adhérents sur l'ensemble des sites qui existent où ils peuvent peut-être trouver des contacts, des apprenants qui recherchent. Voilà. Après, je le répète, j'insiste et j'en suis désolée, mais c'est vrai qu'on est quand même sur une culture agricole avec le relationnel qui compte avant tout. Et qu'il n'y a pas forcément cette culture très institutionnelle. Si je reviens vers Vincent, là, une petite question. Vincent, du coup, vous avez toujours voulu faire ça? J'étais toujours dans une voie agricole. Au début, je voulais faire une formation sur un autre lycée pour devenir agriculteur. Mais les portes, c'est un peu trop compliqué, tout ça. Du coup, j'ai préféré la voie apprentissage et devenir paysagiste. Changer un peu de branche, quoi, mais toujours la même filière. D'accord. Et du coup, comment vous avez pu avoir l'information? Enfin, vous vous êtes orienté assez facilement? Oh oui, directement sortie de troisième. Quand on fait les vœux, sortie de la troisième, j'ai directement choisi plusieurs lycées et j'ai attendu les attentes pour avoir les réponses si on était accepté dans le lycée, puis voilà. D'accord. Donc, je crois que là, vous faites un BTS, c'est ça, hein? Oui. Un BTS. Et du coup, la suite pour vous, ce serait quoi? Obtenir le BTS et après, on verra après. On verra la suite. Pourquoi pas de rester salarié ouais, oui, de rester… soit continuer, soit arrêter les études. D'accord. Et envisager d'avoir votre propre entreprise ou pas? Pas dans les médias, quoi. Par la suite, peut-être, mais pas de suite. D'accord. Merci. Adeline, je vous laisse continuer puisqu'il y avait quelques slides un petit peu justement sur les profils de poste. Tout à fait. Donc là, vous avez les deux principaux profils. Donc, ceux qui vont générer le plus d'emplois dans l'absolu. Ce n'est pas forcément les deux profils sur lesquels on a le plus de mal à recruter. Ça sera la slide suivante pour ce profil qui nous fait tant défaut. Mais il faut bien commencer quelque part. Donc, jardinier paysagiste en entretien ou jardinier paysagiste en création, ça va être la même formation à la base. On va rechercher une bonne connaissance des végétaux pour que les personnes puissent être autonomes dans leur travail. Et après, on va avoir des compétences légèrement différentes suivant si on est sur de l'entretien ou de la création, avec plutôt des connaissances techniques en taille, tonte, pour le paysagiste en entretien, plutôt en maçonnerie paysagère pour le paysagiste en création. Le paysagiste en création, on va attendre aussi ce qu'il soit autonome sur la lecture de plans, de schémas, pour savoir exactement où et comment il doit intervenir. Alors que le paysagiste en entretien, on va peut-être attendre plus de qualité en relationnel client, puisque chez le particulier, l'entretien, ça va souvent être sur des personnes âgées qui peuvent être assez présentes, on va dire, sur un chantier. Et donc, il faut avoir le bon relationnel avec elles. Le profil qui nous manque le plus, c'est le profil chef d'équipe, chef de chantier. C'est le même poste, mais ça dépend un peu de la taille de l'équipe.
Ça va être du coup sur des diplômes de type Bac Pro, BTSA, mais avec de l'expérience. Donc, ça ne va pas être un poste d'entrée quand on sort de l'école. Et donc, on va attendre de ces personnes une bonne connaissance des végétaux et des matériaux qu'ils doivent mettre en œuvre, des compétences en management et en planification, la lecture de plans, le chiffrage, le calcul de coûts pour suivre le devis tel qu'il a été établi par le chef d'entreprise, et puis la gestion des stocks et des fournisseurs pour pouvoir mener le chantier à terme en toute autonomie. On a aussi un profil spécifique dont il a été question tout à l'heure qui est élagueur. Ne peut pas être élagueur n'importe qui. Il faut absolument avoir le diplôme, le certificat de spécialisation arboriste élagueur. C'est aussi un diplôme qui est valable pour l'homme de pied, puisque normalement, il doit toujours avoir un homme en haut, un homme en bas, au cas où il y ait un souci de sécurité. Donc, on va avoir là effectivement des connaissances spécifiques qui sont liées à l'arbre, aux techniques de grimpe. Ce sont des métiers à risque, donc il faut des profils avec une bonne conscience des règles de sécurité et d'analyse des risques et le maniement d'outils de coupe dans des situations périlleuses. Une formation complémentaire appréciée peut être la formation grimpeur sauveteur secouriste du travail. Et ensuite, selon la taille de l'entreprise, on peut avoir des métiers comme concepteur du paysage, infographiste, maçon, technicien d'éclairage ou d'arrosage, paysagiste intérieur, technico-commercial, chauffeur poids lourd, conducteur d'engin, mécanicien, et tous les postes administratifs, secrétaire, comptable, assistant de direction, responsable RH. Sur l'ensemble des postes de terrain, les formations complémentaires qui peuvent être appréciées, ce sont les CACES, comme le disait Gwenaëlle tout à l'heure, les permis E, voire le permis C, le SST, et puis les doubles cursus, quelqu'un qui aurait fait une formation en paysage, mais qui aurait aussi des compétences en mécanique ou en agroéquipement, qui pourrait donc participer à l'entretien du matériel de l'entreprise, des très bonnes connaissances végétales avec un profil pépiniériste ou horticulteur, ou des connaissances de piscinistes, puisque c'est aussi un secteur qui se développe fortement. Nous vous proposons un site qui s'appelle lesmétiersdupaysage.fr sur lequel il y a un petit quiz qui peut être fait par tout un chacun, qui prend 2 minutes et où on va vous demander sur un système de préférence, est-ce que je préfère travailler en équipe, est-ce que je préfère travailler seul, est-ce que je préfère suivre un plan ou créer mon propre univers, etc., etc. Et à partir de ça, il y a un des 15 métiers du paysage qui va ressortir, qui sera votre profil. Donc, ça peut être quelque chose d'assez intéressant pour quelqu'un qui se questionne sur les métiers du paysage et lui ouvrir un peu la diversité des voies des métiers du paysage. Donc, voilà, vous avez là les coordonnées du site. Vous trouverez en téléchargement libre le guide ONICEP métier du paysage. Vous avez une quinzaine de fiches métiers qu'on enrichit régulièrement. On va encore en reproduire 3 nouvelles prochainement. Sur ces fiches métiers, vous avez une description du métier, description des compétences attendues, les diplômes nécessaires pour accéder au métier, les possibilités d'évolution dans le poste et un indicatif de salaire sur ce métier. Et vous avez de nombreuses vidéos présentant les différents métiers. Alors justement, si je peux revenir un peu vers nos professionnels, on n'a pas parlé salaire. Voilà, c'est les fourchettes de salaire parce qu'on voit que ce sont des personnes qualifiées. Donc Gwenaëlle, est-ce que, sans forcément donner des chiffres, mais je pense que vous dépendez d'une convention collective. Oui. Et donc, à peu près les fourchettes, quand vous commencez à travailler dans ces métiers et l'évolution possible? Au départ, on démarre en bas, forcément, comme tout le monde, au plus bas. Et puis après, ça joue aussi suivant les niveaux et aussi chez nous l'investissement. Celui qui va s'investir plus, forcément, sera un peu plus rémunéré.
Et donc, vous avez des fourchettes quand vous commencez quoi, au SMIC, un peu plus? Un peu plus que le SMIC, mais juste au-dessus en fait. D'accord. Et Anthony, c'est pareil chez vous? Oui, alors nous, dans le métier, la convention collective, elle est faite de telle manière qu'il y ait des zones, des paniers qui rémunèrent en plus du salaire. Donc, ce qui fait que chez nous, quelqu'un au SMIC va toucher quand même plus avec ce système de rémunération. Après, que ce soit ouvrier, chef d'équipe, etc., on a donc des tableaux au 1, au 2 et puis jusque cadre, etc. On vient de faire une étude à l'UNEP au national qui montre que la plupart des entreprises du paysage rémunèrent un peu plus que le bas de l'échelle de la fourchette qu'on devrait appliquer. Donc, on rémunère plutôt correctement par rapport à la convention collective nos salariés. D'accord. Alors, si vous aviez, là, puisqu'on a des personnes qui accompagnent des publics, si vous aviez quelques arguments à donner pour inciter donc, à venir dans vos métiers, ce serait quoi, Anthony? Alors, les arguments, déjà, avant de devoir argumenter pour attirer des personnes, c'est déjà les personnes en elles-mêmes. Il faut déjà être au contact de la nature et être assez terre à terre. Nous, ce n'est pas un métier de financier. On n'est pas banquier. J'ai rien contre ces métiers-là, attention. Pas de on dit que je n'ai pas dit. Mais c'est un métier très terre à terre où on touche le paysage, la nature. Et déjà, si on est dans ce domaine-là, automatiquement, l'attirance va se faire, c'est obligatoire. Et ensuite, le fait d'avoir des métiers variés, aujourd'hui, on a de plus en plus des personnes qui font, comment dire, des laps de temps définis dans une carrière. Aujourd'hui, on ne fait plus 40 ans dans un seul et même métier. On fait 5 ans, 10 ans là, 10 ans là, on change tout le temps, on a différentes missions. Et nous, le fait d'avoir un métier très varié au niveau des tâches, et au niveau des évolutions possibles, passer d'ouvrier, demain, on peut être ouvrier dans une entreprise de paysage, passer chef d'équipe dans une entreprise de paysage, passer commercial dans une boîte de paysage, c'est possible, et c'est des métiers différents à chaque fois. Ce qui veut dire que l'entreprise du paysage, elle peut permettre presque une carrière dans une seule ou plusieurs entreprises, mais tout en étant dans le paysage, on peut faire plein de métiers différents. Ce que je dis, c'est vrai aussi dans d'autres métiers, hein. Mais nous, c'est vraiment une force, c'est de faire toujours des choses différentes et qu'on ne se lasse pas. Et ça, c'est ce qu'on entend dire de salariés. Ce n'est pas moi qui l'invente aujourd'hui devant l'ordinateur. C'est vraiment c'est des faits, c'est réel. Donc ça, pour moi, c'est un gros avantage, être au contact avec la nature. Donc si on se dirige dans ce métier-là, c'est qu'on aime la nature. Et en plus, le fait de ne jamais faire la même chose et de ne pas avoir le temps de se lasser, quoi. Alors, Vincent, peut-être aussi, puisque vous êtes encore tout jeune, voilà, si vous aviez quelques arguments voilà, pour inciter un peu les jeunes à rentrer dans ce métier, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Quelles sont les qualités requises? Les qualités, c'est surtout un peu de patience et surtout de connaissance, quoi. Et si, c'est quand même une filière qui est assez intéressante. On découvre plein de choses dans le paysage. Et plus on monte dans les échelons des études, plus ça devient intéressant, quoi. Si on a l'envie, c'est carrément intéressant. Au début, on voit pas grand-chose quand on arrive en CAP. C'est un peu lassant de voir toujours la même chose, tout ce qui est entretien, tout ça. Mais plus on monte, plus on a des responsabilités et plus ça devient intéressant, quoi. Merci. Écoutez, je ne sais pas si vous n'avez plus pardon, j'ajouterais oui, juste une chose sur une vraie qualité qu'on a dans notre métier. Une qualité, c'est quelque chose en tout cas qu'on ne peut que aimer, c'est la satisfaction de la clientèle. Alors là, je parle plus pour la création, pour l'entretien, c'est vrai aussi, mais pour la création, quand on arrive dans un jardin et qu'il n'y a absolument rien de fait et où vous créez un bien-être à votre client, que ce soit particulier pour une commune ou voilà, le bien-être, il existe quand même. Et ça, c'est une vraie plus-value, quoi. Vous faites votre photo avant, photo après, et vous savez que c'est vous qui avez fait ça. Et en plus, vous pouvez passer dans un magazine ou donner des photos sur les réseaux sociaux, etc. Là, c'est quand même la cerise sur le gâteau. Et le client, il vous le fait comprendre, hein. Il vous le fait comprendre, bien entendu, sur un client satisfait. Mais on travaille bien dans le paysage, donc il n'y a pas de problème. Merci. En tout cas, s'il n'y a plus de questions, et n'hésitez pas, hein, puisqu'ils sont là avec nous jusqu'à la fin, à continuer à poser vos questions s'il y a des questions qui vous viennent. Alors, j'ai une question sur les perspectives d'évolution au regard des changements environnementaux, climatiques, les normes, etc. Est-ce qu'effectivement, on pourrait voir des évolutions de métiers ou des métiers qui évoluent ou qui changent un peu ou qui ont besoin de compétences particulières?
Alors, Adeline ou Anthony, je ne sais pas. Alors, sur le point technique, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est de moins en moins saisonnier notre métier, parce que le climat fait qu'on a des hivers beaucoup plus doux qu'avant, et on arrive à travailler presque toute l'année, quoi, honnêtement. Il y a peu de temps, ce n'était pas forcément le cas. Moi, j'ai 33 ans, j'ai démarré à l'âge de 18 ans, j'étais apprenti, et donc ça fait 15 ans. Et il y a 15 ans, on avait déjà des hivers avec beaucoup de neige, et chez mon premier patron, c'était, voilà, l'hiver, on était régulièrement à la maison en train de récupérer des heures parce que le temps ne nous permettait pas de travailler. Aujourd'hui, c'est plus le cas, donc le climat fait qu'on arrive à travailler toute l'année. Et donc, les perspectives d'évolution, c'est le métier qui devient très, très vaste, et on peut évoluer, on peut même se diriger dans une même boîte de paysage, plutôt vers l'entretien, plutôt vers la création, selon si on aime le végétal ou pas. Et voilà, il y a plein de critères d'évolution. Est-ce que, et je pense que la question était aussi, est-ce qu'il y a des normes qui évoluent, est-ce qu'il y a des choses qui évoluent et du coup qui norment un peu le métier, peut-être plus qu'il n'était auparavant, Adeline? Alors, en complément, effectivement, on parle aussi beaucoup de biodiversité, de préservation de l'environnement. Aujourd'hui, la très grande majorité des paysagistes vont être en zéro phyto, vont chercher à utiliser des plantes qui consomment le moins possible d'eau pour que justement assurer une pérennité des jardins, le minimum d'entretien de la part du client. Donc, on va changer un petit peu notre gamme végétale, les plantes qu'on va utiliser. On va aussi changer nos façons de travailler. L'éducation du client aussi sur le fait que le gazon, vert, c'est bien, mais ça veut dire beaucoup d'eau utilisée et que peut-être il y a d'autres façons de faire des gazons aujourd'hui qui ne sont pas avec de l'herbe, mais qui sont avec des sédums ou des choses comme ça. Et donc, il y a toute une innovation justement qui se monte à la fois sur le végétal, à la fois sur la technique. Je dirais que voilà, le paysagiste d'avant qui passait la tondeuse, qui mettait de l'engrais pour que le gazon soit vert et qu'arrosé, ça, vous aurez beaucoup de mal à le trouver aujourd'hui, puisque justement, leur but, c'est de proposer quelque chose qui corresponde aux évolutions de la société. On le disait, les premiers clients, c'est les particuliers. Si on est déconnecté de la société, il n'y a aucune raison que l'entreprise continue à travailler. Alors, est-ce que ça veut dire que du coup, les formations, effectivement, prennent en compte toutes ces nouvelles pratiques et normes et autres et évoluent aussi en même temps qu'évoluent les métiers? Tout à fait. À la fois, là, nous, on est en train de travailler avec le ministère de l'Agriculture sur la rénovation du contenu des diplômes, notamment du BTSA. On renforce la connaissance en végétaux qui est absolument nécessaire justement pour s'adapter à la fois aux normes environnementales et au changement climatique. Et puis, on le disait, la très grande majorité des apprenants du paysage sont des apprentis. Et donc, ils apprennent dans leurs entreprises, ils accompagnent le chef d'entreprise dans son changement. Et c'est aussi la meilleure façon d'apprendre justement sur le terrain en se rendant compte que ce qui se faisait il y a 10 ans n'est plus du tout valable aujourd'hui. Alors, effectivement, on a parlé beaucoup d'apprentis et autour de cette vision, on a aussi des prescripteurs ou des structures qui accompagnent des jeunes, Pôle emploi, mission locale ou autre. Donc, par rapport à peut-être redire un petit mot sur la formation possible des demandeurs d'emploi et en tout cas des adultes, la formation d'adultes peut-être. Alors, la formation d'adultes aujourd'hui, c'est à peu près 10% des apprenants du Grand Est. Ça reste néanmoins, on l'a dit, un public qui intéresse fortement les chefs d'entreprise parce qu'ils amènent justement des compétences différentes, une vision différente du métier, une approche qui va permettre justement de compléter l'offre du paysagiste parce que quelqu'un qui viendrait d'un autre secteur du bâtiment va apporter sa compétence. Quelqu'un qui a déjà un peu plus de maturité va être plus rapidement autonome sur son poste, avoir une bonne relation avec la clientèle, par exemple, qu'on pourra peut-être avoir un petit peu plus de mal à canaliser chez un plus jeune. Donc, ce sont des profils extrêmement intéressants pour les chefs d'entreprise. Et justement, le Conseil régional accompagne le développement de ces formations aux demandeurs d'emploi avec une augmentation des places qui a déjà eu lieu. Et on espère justement que ça puisse continuer à se développer dans ce sens-là. Écoutez, je pense que là, on a fait le tour. Donc, de toute façon, sur ce support, vous aurez un certain nombre déjà des coordonnées et un certain nombre de ressources en ligne. Alors, là, la branche nous a présenté effectivement son site, les métiers
les métiers du paysage. J'avais remis ici également au CAPIAT qui a un certain nombre de liens, donc elle a déjà présenté dans ses slides, mais des liens et ressources utiles, alors là qui sont un peu illisibles, mais auxquels vous pourrez vous reporter quand vous aurez le document. Et puis, de la même façon, nous toujours, hein, je fais une petite, je finis par les ressources qu'on met nous aussi en ligne sur le site Orientest, notamment dans la partie métier, où on a effectivement par métier un certain nombre de ressources qu'on reprend un peu, voilà, des branches, les principales ressources. Donc, vous pouvez vous reporter aussi sur ce site Orientest, sachant que vous y trouverez aussi du coup nos autres outils que sont l'agenda pour tous les événements emploi, métier, emploi, formation sur le Grand Est tout au long de l'année et l'annuaire de l'ensemble des professionnels donc du service public de l'orientation qui accompagnent des publics. Donc voilà, un annuaire, un agenda, des ressources métiers et puis n'hésitez pas parce que c'est vrai qu'on relaie beaucoup notamment sur nos réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux qu'on a également, puisque régulièrement, comme par exemple le samedi, on fait souvent des Zoom métiers et on publie régulièrement des informations, des actualités sur les différents secteurs. Donc, surtout, n'hésitez pas. De la même façon, même s'ils ne sont pas présents, simplement Pôle emploi également sur le site pôle emploi.fr a un certain nombre d'informations, alors là qui sont grand public, mais également dans son intranet avec des stats, notamment sur la météo des métiers, et des ressources effectivement qui sont mises à disposition, notamment dans l'intranet pour les conseillers Pôle emploi. Donc, je le rappelle pour ceux qui sont autour de cette visio. Je vous laisserai découvrir tout ça, c'est pas la peine qu'on y revienne là. Peut-être pour finir, quelques perspectives sur les prochains ateliers, avant de laisser la conclusion à Adeline et puis à nos professionnels. Je rappelle, le 25 janvier, nous aurons un atelier de ce type-là sur les métiers du numérique et de l'informatique. Le 1er février, un atelier sur les métiers de l'artisanat. Le 8 mars, sur ceux de l'hôtellerie-restauration. Et le 29 mars, sur ceux de la filière du marchinisme agricole, sachant que nous aurons aussi 3 temps forts en début d'année, les nuits de l'orientation en ligne sous la forme d'un salon virtuel fin janvier, un salon de l'artisanat en février et donc en lien avec le rectorat, le printemps de l'orientation au mois de mars. Et là, effectivement, au-delà de plateformes d'orientation, de conseillers d'orientation qui seront présents, les branches professionnelles accompagneront aussi, puisque effectivement, c'est les vœux des scolaires pour leur future orientation. Je laisse, alors il y a une dernière question, mais je crois à laquelle on avait en partie répondu sur effectivement la crise sanitaire qui a fait évoluer la demande notamment des clients. Et je crois que vous l'aviez dit dans les chiffres, Adeline, que, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, que ça a été un peu une opportunité aussi pour le secteur. Oui, tout à fait. Lors du confinement, en fait, les particuliers ont redécouvert le fait qu'ils avaient un jardin, que c'était agréable de pouvoir s'y ressourcer lorsqu'on était enfermé dans sa maison. Et donc, on a constaté une très nette explosion de la demande sur le secteur, ce qui contribue en fait que bien qu'on crée des emplois, on a toujours besoin de main-d'œuvre. Aujourd'hui, la plupart des paysagistes n'arrivent pas à répondre à l'ensemble des demandes qu'ils reçoivent des particuliers. C'est très bien pour nous, mais voilà, c'est un peu épuisant effectivement sur l'intensité des demandes de création de jardin en ce moment. Et est-ce que c'est une tendance qui s'est un peu stabilisée, même quand, j'allais dire, on est en partie sorti, ou en tout cas, la crise a été moins forte? Est-ce que vous pensez que c'est une tendance qui va se stabiliser? Alors, il y a à la fois la fête de redécouvrir son jardin, et puis il y a aussi le fait de réorienter son budget. C'est-à-dire qu'avec la fermeture des frontières, les gens sont moins partis en vacances, sont partis moins loin, donc ont dégagé un peu plus de revenus pour réinvestir la maison et l'espace jardin. Donc, pour l'instant, on ne sent pas encore le coup de frein sur la demande particulière. Merci. Alors, on va clôturer cet atelier s'il n'y a plus de questions. Peut-être un petit mot de nos professionnels. Vincent, un petit mot de la fin. Je sais pas.
Non, c'était intéressant à suivre. Est-ce que, je sais pas, un petit mot d'encouragement pour les publics qui vous écoutent, un petit mot, voilà, comment vous qualifiez, voilà, en un mot votre métier, c'est quoi pour vous? Ouais, Qu'est-ce qui vous anime? Non, là, c'était Non. Alors, je veux pas vous piéger, Gwenaëlle, peut-être un petit mot comme ça, un dernier mot de conclusion. Que c'est un métier vaste et très plaisant, qui est quand même ouvert plus ou moins à tout profil qui a envie d'évoluer dans cette branche. Et puis voilà, forcément, en aimant mon métier, je ne peux qu'encourager à venir, voilà, à nous rejoindre. Avant de passer la parole à Anthony, il y a un petit sondage en ligne qui vient d'être publié sur un petit sondage de satisfaction un peu à chaud et je vous remercie d'y répondre pendant que Anthony a un petit mot de la fin. Ce que je dirais, c'est qu'on a un métier de passionné dans un premier temps et qu'on a la chance de faire du concret avec nos 10 doigts. Et voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on crée un vrai bien-être chez nos clients, ceux qui nous appellent, et on ressent une vraie satisfaction. Et ça, dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, en 2021, avoir le sentiment de donner du bonheur à quelqu'un, ça fait vraiment plaisir, quoi. Merci. Peut-être Adeline, pour conclure, est-ce que vous pouvez donner les réponses au petit sondage? Bien sûr. Donc, sur le nombre d'emplois créés ces 2 dernières années en Grand Est, on est à 1100 emplois créés. Le premier client des entreprises du paysage, ce sont les particuliers. Le métier qui n'est pas mobilisé, donc, c'est la cuisine. La proportion des actifs salariés par rapport au total des actifs du secteur, donc c'est 75%. Le secteur dont relève la branche du paysage, c'est le secteur agricole. Très bien, comme ça vous voilà. Je vous laisse quelques minutes pour finir de répondre donc au sondage de satisfaction. En tout cas, je tenais à remercier les professionnels présents, donc Anthony, Gwenaëlle et puis notre apprenti Vincent pour leur présence, leur implication et effectivement leur discours qui était très positif et j'espère que ça aura permis de clarifier un certain nombre de choses autour de ces métiers. Nos experts, donc Adeline Vizine et puis Amandine Froment qui nous ont fait le portrait, mais effectivement, n'hésitez pas surtout à vous rapprocher d'elles également. J'ai vu qu'il y avait des demandes un peu plus individuelles, peut-être par rapport à des territoires, la mise en œuvre de certaines actions ou quoi. Surtout, n'hésitez pas à vous rapprocher d'elles. Et puis, écoutez, je tenais à vous remercier voilà, pour votre présence à tous. Et puis, écoutez, à vous dire à très bientôt, donc 2022. Vous souhaitez de bonnes fêtes puisqu'on approche des fêtes, de prendre soin de vous et puis à vous retrouver en 2022 pour de prochains ateliers. Encore merci à vous tous. Voilà, encore merci. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.